Gary Ridgway a tué au moins près d'une cinquantaine de femmes dans les années 80. Il a été surnommé le Green River Killer, du nom de cette rivière qui coule dans l'état de Washington aux États-Unis, où on a retrouvé ses premières victimes. Il ne sera condamné que 20 ans après ses premiers crimes, grâce au progrès de la science dans l'analyse génétique. Il y a un truc qui me perturbe depuis que j'ai commencé à travailler sur cette histoire, c'est que sur certaines photos, Gary ressemble vachement à Andy Samberg, qui joue notamment Jake Peralta dans Brooklyn Nine-Nine. Je vous mets la comparaison, je sais pas ce que vous en pensez. Tell me why. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. Durant l'enfance de Ridgway, rien d'incroyable. Enfin, quoi que je dis ça, mais il aurait tenté de tuer un enfant de 6 ans quand il en avait 15 pour découvrir ce que ça faisait comme sensation de buter quelqu'un. Ça sentait déjà mauvais à l'époque. Il a aussi fait pipi au lit jusqu'à assez tard, et c'est sa mère qui le lavait et l'humiliait à ce propos, ce qui a créé une relation conflictuelle et assez complexe entre les deux. Ce qui peut expliquer en partie sa haine des femmes qui l'aurait poussé à les tuer des années plus tard. Il aurait un QI situé aux alentours de 80, ce qui se rapproche plus de Gary, l'escargot dans Bob l'éponge, que de Albert Einstein, clairement. Et donc, vu qu'il ne sera pas un scientifique de renom, il va s'engager dans la Navy, et c'est durant ses missions en Asie qu'il va commencer à fréquenter des prostituées et à y prendre goût, parce qu'elles seront par la suite ses victimes de prédilection. Là-bas, à force d'avoir des rapports sans préservatif, il va attraper une petite infection sexuellement transmissible, donc on ne le dira jamais assez, mais protégez-vous, comme quoi on peut faire de la prévention sur le sexe et parler de meurtre juste après. On fait de tout ici. De retour au bercail, il va se marier une première fois, puis une deuxième et enfin une troisième, et ces femmes ont pu témoigner qu'il avait un certain appétit sexuel et qu'il avait aussi des fantasmes particuliers, comme celui de faire l'amour en public. Je ne juge pas, chacun ses délires, mais apparemment il voulait faire l'amour dehors en extérieur, dans des endroits où on retrouvera par la suite le corps de certaines de ses victimes. Et là ça devient un peu plus glauque. D'ailleurs, après coup, il reviendra sur les lieux de certains crimes pour se livrer à des actes nécrophiles, un peu comme Ted Bundy avait pu le faire. D'ailleurs, en parlant de Ted, dont on a parlé dernièrement, et je vous remets la vidéo juste ici si vous n'avez pas vu, il a collaboré avec la police pour tenter de cerner la personnalité et le profil de notre serial killer. Si on dit qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault, on peut très bien dire qui mieux qu'un psychopathe peut comprendre un autre psychopathe. J'aurais dû bosser dans la pub, moi. Gary va déclarer après coup que pour résister à ses pulsions nécrophiles, il commençait à enterrer ses victimes. Parce que du coup après, elles devenaient plus difficiles d'accès. Une bonne astuce à garder sous le coude si vous aussi vous commencez à avoir ce genre de pulsions. Et en parallèle, il faudra quand même aller consulter. C'est juste un conseil. On dit aussi de Ridgway qu'il serait devenu très croyant et qu'il pleurait parfois en lisant la Bible. Alors ça n'a pas empêché de se marier 3 fois et de divorcer parce qu'il trompait ses femmes, pas sûr que Jésus approuve, et en plus il va tuer une cinquantaine de personnes. Honnêtement, avec tout ça, ça va être compliqué de passer le jugement dernier, sans vouloir être pessimiste. Officiellement, après son mariage avec Judith en 88, il n'y aura plus que 3 ou 4 meurtres. On est loin de la quarantaine de victimes qu'il a pu faire entre 82 et 84, et donc sa nouvelle femme, sa dernière femme même, elle aurait déclaré qu'elle espérait avoir sauvé la vie d'autres femmes en ayant rendu son mari heureux. Est-ce que ça peut aussi s'expliquer parce que la police se rapprochait de lui et qu'il y avait eu des premières alertes, comme on va le voir dans quelques minutes? C'est possible, mais je ne voudrais pas casser leur belle histoire. Ridgway fréquente un quartier connu de Seattle où on trouve de nombreuses prostituées, parmi lesquelles on va retrouver certaines de ses jeunes victimes, comme Wendy, 16 ans, ou encore Giselle, 17 ans, qu'on va découvrir mortes toutes les deux dans la Green River, la rivière verte en français qui coule dans l'état de Washington et qui va donner son surnom à notre serial killer dès 1982. Gary va cibler tout particulièrement des prostituées, mais aussi des jeunes femmes qui seraient facilement à sa merci, comme des fugueuses. On ne va pas le dire à chaque vidéo parce que vous commencez à avoir l'habitude et que ce n'est pas le premier à avoir assassiné des prostituées, mais ce sont des victimes faciles. Ridgway l'a reconnu lui-même et il a avoué qu'il les tuait parce qu'il ne voulait pas les payer et qu'il les détestait. Ce qui fait donc, selon lui, 2 raisons de les tuer. Car c'est bien connu, quand on déteste une profession, on va tenter de tous les buter. À mon avis, l'infection qu'il a chopée en Asie a dû lui faire bien mal pour qu'il en garde une telle rancœur. Son mode opératoire est assez simple, vu que les prostituées suivent leurs clients, il peut les emmener facilement à l'écart pour pouvoir les tuer en les étranglant, avant de débarrasser leur corps dans la nature. Il apportera même certaines dépouilles près de Portland, pour rendre complexe le travail des enquêteurs. Autre conseil de Gary donc, quand tu pars en week-end, pense toujours à mettre un cadavre dans ton coffre pour ralentir le travail de la police. Bon après, il ne faut pas avoir trop de valises, ou alors il faut avoir un grand coffre. Donc ne t'avise pas d'être un serial killer quand tu as une Twingo. Pour le coup, c'est une simple recommandation de ma part. Pour mettre en confiance les travailleuses du sexe, il pouvait montrer des photos de son fils Matthew, pour justement paraître comme un simple père de famille qui voulait juste passer du bon temps. Ça rassurait les prostituées qui le voyaient comme un mari qui voulait juste tromper sa femme. Juste ça.
Rien de grave. Souvent, les victimes sont étranglées avec des vêtements, comme des chaussettes ou des pantalons, et on retrouvera dans le vagin de certaines femmes des pierres qui en bouchaient l'accès. Je ne suis pas sûr que l'hommage au petit pousset soit très utile dans ce cas précis, mais bon, il fait ce qu'il veut. Qui suis-je pour juger de son mode opératoire? Personne. Donc ferme ta gueule. 1 an plus tard, on va déjà voir le nom de Ridgway remonter aux oreilles de la police, parce qu'on l'a vu en compagnie d'une prostituée, Marie, qui va finir par disparaître. On va l'interroger, mais Gary dit qu'il n'a aucun lien avec cette histoire, alors que c'est bien lui qui l'avait tué, et ça fait déjà plus de 20 femmes qu'il a assassinées à ce moment de notre histoire. Une de ses victimes va parvenir à s'échapper. Rebecca est une prostituée de 19 ans, elle se méfie déjà de lui quand elle lui propose une fellation à 20 $, parce que les crimes du tueur font les gros titres, et elle sait que les travailleuses du sexe sont des cibles privilégiées. Pour la rassurer, il va lui montrer une carte avec son vrai nom dessus, et il lui parle de ses problèmes de couple afin de gagner sa confiance. Quand il commence à l'étrangler, elle parvient à le repousser et à s'enfuir, et elle va aller voir la police. Gary va devoir passer un interrogatoire au détecteur de mensonges, mais il parvient à s'en sortir sans aucun ennui. Et à cette époque, on ne fait pas le rapprochement avec la première alerte en 83, quand Marie avait disparu. La police a eu 2 opportunités pour l'arrêter, et elle va devoir ensuite attendre un long moment avant que ça ne se représente. Parce qu'on va mettre quasiment 20 ans à l'arrêter. Le fait qu'il n'y ait pas d'arrestation conduit la presse à se moquer de l'enquête, le shérif démissionne et on tente de relancer les investigations, et on se rend enfin compte, en 1987, de ces 2 alertes, du fait que Ridgway a été suspecté dans la disparition de Marie, et qu'il aurait agressé une autre prostituée l'année d'après. On va donc réaliser une perquisition chez lui, une fouille qui ne donnera rien parce qu'il ne garde aucun souvenir de ses crimes. Par contre, on va récupérer un échantillon de sa salive pour avoir son ADN. Ce flacon de bave va dormir dans un coin de frigo durant de longues années, avant d'enfin réussir à parler grâce au progrès de la science. Le 8 mai 1983, une famille qui était partie à la cueillette aux champignons va retrouver le corps de Carol, 21 ans, qui était serveuse dans un bar et qui avait elle aussi disparu. La mise en scène de ce crime est pour le moins surprenante. On sait qu'elle a été étranglée, mais sa tête est cachée dans un sac en papier, et on retrouve sur son corps 2 poissons. Alors je veux bien qu'elle soit serveuse, mais je doute personnellement qu'elle ait ramené tout ça dans un doggy bag à emporter. Ça veut dire que c'est le tueur qui a composé cette scène, sans qu'on en comprenne trop la raison. Et je n'aurai pas malheureusement d'explications supplémentaires à vous donner. Non, je ne connais pas l'espèce de poisson. Je ne sais pas si c'est une truite, un saumon ou un cabillaud. Par contre, ce que je sais, si on veut rester dans la métaphore culinaire, c'est que les enquêteurs ont retrouvé un peu de sauce blanche sur le cadavre. Et qui dit sperme dit ADN. Je ne sais pas non plus, décidément je ne sais pas grand chose, pourquoi ce sperme retrouvé en 1983 ne sera pas relié à l'échantillon de salive qu'on prélèvera chez Gary en 87. Peut-être que la technologie n'était pas encore au point, ou que les affaires n'étaient pas liées entre elles, toujours est-il qu'on va attendre 2001 pour enfin relancer la machine judiciaire, avec de nouvelles expertises d'analyse génétique qui vont enfin lier ces 2 profils d'ADN. Il faut saluer la ténacité des enquêteurs qui ont bataillé pour que les dossiers restent ouverts. En 91, 10 ans auparavant, on avait réduit le groupe détaché à cette enquête à un seul enquêteur, et on avait déjà dépensé alors 15 millions $. Gary est arrêté et il va avouer 48 meurtres. C'est déjà un très lourd tableau de chasse, mais on ne saura jamais vraiment, comme toujours dans ces affaires-là, s'il y en avait bien plus. Certains parlent de 60, voire 70, ou même encore davantage de victimes, souvent des cold cases et des personnes disparues dont on n'a jamais retrouvé le corps, et dont on ne connaîtra pas la fin mot de l'histoire malheureusement. Oh Gary, si tu savais tout le mal que tu as fait. Chills, literal chills. D'ailleurs, il y a un artiste qui a fait une œuvre pour recomposer le visage du meurtrier à partir du portrait de ses 48 victimes officielles. Chacun puise son inspiration où il le souhaite. Certains la puisent dans la nature, quand d'autres la puisent dans les cadavres qu'on retrouve dans la nature. La nuance est subtile, mais elle a son importance. Le serial killer va donc prendre près de 50 peines de prison à perpétuité. Il a réussi à négocier pour éviter la peine de mort en révélant le plus de lieux possible où il avait enterré ses victimes. Lors de son procès, Gary a lu une lettre qu'il avait écrite aux familles. Je ne vais pas tout vous retranscrire ici, mais il aurait pleuré en lisant cette déclaration où il s'excusait pour ses crimes, où il expliquait qu'il avait fait au mieux pour retrouver le plus de cadavres et qu'il était désolé d'avoir fait tant peur à la société. D'ailleurs, il a été condamné pour un 49e meurtre après la découverte d'un corps en 2010. Et concernant les filles dont on ne retrouvera jamais le corps, il s'excuse auprès de leurs proches et il espère qu'elles reposeront en paix, même s'il reconnaît qu'elles auraient mérité une meilleure sépulture que celle qu'il leur a offerte. Et ça, effectivement, je dirais que c'est élémentaire.
Oh Gary, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Enfin, c'est pas le sujet en fait.